Mardi dernier, nous avons fait un rappel de ce qu'était la série. Aujourd'hui, je vous propose mon top 5 des épisodes dédiés à une thématique, l'amour. Nous allons les découvrir sans plus attendre. À l'amour, à la mort est un épisode du réalisateur et scénariste David Burton Morris en 1990. Richard et Della vont célébrer leurs 10 ans de mariage. Le couple traverse une mauvaise passe, ils n'ont pas un chrome et ont des difficultés à avoir un enfant. Richard est en proie à une dépression et craint que sa femme ne le quitte, n'étant pas en mesure de lui offrir la vie qu'ils méritent tous les deux. Alan, un ami du couple dont les largesses n'ont d'égal que son incommensurable mauvais goût en matière vestimentaire, décidera dans son infinie bonté de prendre soin d'eux en leur offrant un anniversaire de mariage inoubliable. L'enfer est pavé de bonnes intentions et ce geste généreux de la part de son ami ne fera que mettre en évidence l'échec de Richard. Si en plus vous rajoutez à cela une forte dépendance à l'alcool et de la jalousie, vous avez le cocktail parfait en matière d'aigreur, et je ne parle pas d'aigreur d'estomac. Richard n'accepte pas la bonté de son ami vis-à-vis de Della qu'il couvre de cadeaux hors de prix, ce qui a le don de le rendre suspicieux. Soit. Della veut passer une bonne journée d'anniversaire et elle entend bien en profiter et redonner le sourire à son mari, car il est vrai que jusqu'ici, l'ambiance est pesante, ça ne respire pas les galipettes et les dîners aux chandelles. On embarque dans le rafio d'Alan et Richard ne peut s'empêcher de remarquer les œillades et les petits rapprochements entre son ami et sa femme, ce qui le rend malade tant l'ambiguïté plane dans l'air. La morosité de Richard, même une fois arrivé sur le lieu de fête, ajoutera à la tension et la complicité d'Alan et Della se remémorant les souvenirs du lycée et à quel point il a été bête de ne pas avoir été plus entreprenant avec elle, n'arrangera pas la paranoïa de ce bon Richard. La lourdeur est palpable et après une contre-plongée quasi parfaite, s'ensuit une escalade d'événements et enfin un dénouement à la hauteur d'un grand épisode des Contes de la Crypte. Ne vous laissez pas perturber par l'aspect téléfilm d'M6 de la grande époque. L'épisode est riche en suspense en peu de temps. On ne sait pas trop à quel saint se vouer et on se retrouve dès les premières secondes de l'épisode dans une situation un peu dérangeante et pour le moins grotesque, et c'est ce qui donne tout le sel à cet épisode, interprété avec brio par le regretté Gavan O'Hurley, qui a joué pendant 7 épisodes le grand frère de Richie Cunningham dans la série Happy Days et dans Jamais plus jamais d'Irving Kershner. Côté musique, c'est très réussi et c'est signé Jan Hammer, le compositeur de Deux flics à Miami et de nombreuses autres œuvres pour le cinéma et la télé. Jetez-vous impérativement sur cet épisode hyper bien foutu, à l'ambiance un peu spéciale qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres métrages de la série, peut-être dû à l'aspect téléfilm, mais il a toute sa place dans les Contes de la Crypte. Nuit de Noël pour femme adultère est le second épisode des Contes de la Crypte et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il donne le ton de ce que sera la série le long des 7 saisons. Après le cocasse épisode Le bourreau en mal d'exécution avec William Sadler, nous avons ici un épisode plus classique, un vaudeville d'épouvante écrit par Fred Decker à qui l'on doit Monster Squad, Robocop 3 et plus récemment le Predator de 2018. À la réalisation, c'est Robert Zemeckis qui s'y colle en s'accordant une petite parenthèse horrifique entre le tournage de Retour vers le futur 2 et 3. Grand bien lui en aura pris car il marquera la saison 1 et plus particulièrement la série. Nous sommes plongés dans une ambiance propice à la joie, mais c'est un épisode des Contes de la Crypte et on nous le fait très vite comprendre. Apparemment, ça ne va pas fort dans le couple et la solution choisie par cette femme, c'est d'assommer son mari qui sirote tranquillement un cognac. Le timing est quasi parfait, leur petite fille réveillée par le bruit pensant que le Père Noël est arrivé, va descendre et par un habile tour de passe-passe, sa mère va la reconduire tranquillement dans sa chambre comme si de rien n'était. On comprend que tout ceci n'est qu'une mise en scène orchestrée par son amant et elle-même afin de se débarrasser du mari gênant et par là même de ramasser le pactole. Prévenir l'amant, c'est fait. Désormais, il lui faudra effacer les traces de son assassinat et quoi de mieux après avoir créé une béance sur le crâne de son mari que de lui mettre un sac sur la tête pour faire croire à un suicide? Elle décide alors de le traîner tant bien que mal jusqu'au puits se situant dans son jardin, mais arrivé sur le perron, le programme musical à la radio qui jusqu'ici nous servait des chants de Noël s'interrompt pour laisser place à une info glaçante. Un fou furieux qui s'est échappé de sa colonie de vacances s'en est pris à 4 femmes dans le secteur de Pleasantville où vit justement madame, et bien entendu, sur qui va-t-elle tomber peu de temps après?
S'ensuit une mêlée et peut-être l'occasion rêvée de faire porter le chapeau au Père Noël. Dans cet épisode, le cahier des charges du conte horrifique est rempli. On sent la patte de Robert Zemeckis. L'histoire est bien ficelée, classique mais efficace, que vous devez de regarder si l'occasion ne s'est pas présentée. La musique est signée Alan Silvestri qui a collaboré plusieurs fois avec Zemeckis, que ce soit dans Retour vers le futur ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou même dans les 2 premiers Predators de McTiernan et Hopkins. Deuxième épisode de la saison 2 et nous avons le plaisir de découvrir aux côtés du gardien Arnold Schwarzenegger qui nous présente son épisode Derrière la caméra. Carlton, un vieil homme vivant dans une immense demeure accompagné de son fidèle majordome Fulton, est amoureux d'une jeune femme qu'il a rencontrée. Seulement voilà, la demoiselle a l'âge d'être sa petite fille et Fulton, en toute amitié, fait savoir à Carlton que cette dernière pourrait être intéressée par sa fortune. Carlton se veut rassurant et assure qu'il ne lui a rien dit sur sa situation financière, voulant mettre à l'épreuve la sincérité de ses sentiments à son encontre. Lors d'une petite visite chez Linda, sa prétendante, Carlton la demandera en mariage, mais cette dernière refusera à cause de l'écart d'âge trop important. Ce dernier ne se laisse pas abattre et va se mettre à la quête d'une solution, le métamorphosant physiquement. Il va tomber sur un escroc lui proposant une transformation miraculeuse pour la modique somme d'1 million de dollars. Même pour notre bon vieux Carlton, ça reste une somme. Il ne s'agit pas de chirurgie esthétique, il s'agit d'échanger son visage avec celui d'un homme d'une trentaine d'années. Ce dernier accepte et rendra visite à Linda une fois l'opération achevée et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Linda lui fait remarquer à juste titre que son visage est étrange et qu'il reste malgré tout un vieil homme. Ce n'est pas ça qui va arrêter Carlton qui ira de plus en plus loin dans la surenchère, d'abord le torse, ensuite le reste, le dépouillant de toute sa fortune et n'ayant pas pour autant réussi à conquérir le cœur de Linda qui place ses priorités ailleurs. Cet épisode nous montre la folie dont peuvent faire preuve certaines personnes pour plaire, allant jusqu'à la mutilation en échange d'un compte en banque bien garni, confiant son corps à des docteurs Frankenstein peu scrupuleux. Le résultat est réussi mais Carlton a tout perdu, sa fortune, sa demeure, son ami et l'être aimé. Schwarzenegger signe ici un épisode qui lui va comme un gant, montrant les dérives liées au culte du corps et c'est une réussite. Cathy décide pendant sa pause déjeuner d'aller voir une voyante sous la recommandation d'une de ses collègues. D'abord sceptique, la voyante Madame Vorna prédit qu'elle perdra son travail, mais qu'elle en retrouvera un autre, ce qui fut le cas. Lors d'une deuxième consultation, cette dernière lui annonce qu'elle rencontrera un homme dans le bar où elle travaille désormais, un client qui n'a pas un rond, mais qui héritera d'une grosse somme d'argent après leur mariage et qui décédera peu de temps après. Cette perspective semble ravir Cathy, plus intéressée par l'aspect pécunier. Seulement, ce n'est pas aussi simple que de le dire. Elle le rencontrera le soir même durant son service et comprendra très vite que c'est avec un homme dont le physique ne rentre pas dans ses critères de beauté qu'elle devra se marier et partager des moments intimes. Décontenancée après les avances de cet homme, elle ira une nouvelle fois rendre visite à Madame Vorna afin d'avoir la confirmation que c'est bien avec cet homme qu'elle devra s'unir. Malheureusement pour elle, c'est lui son futur mari. Le lendemain soir, elle finira par accepter sa demande de rencard. Le type s'appelle Charlie Marno. Outre le physique, son humour et sa personnalité ne fait pas mouche auprès d'elle. Ils finiront par échanger un baiser à contre-cœur pour Cathy, mais il faut bien donner le change. Très rapidement, Charlie va la demander en mariage, ce qu'elle finira par accepter. Au bout de 3 mois, elle apprendra que son héritage risque de lui filer entre les doigts, car le riche oncle de Charlie a une famille, ce que ce dernier n'avait pas précisé à Cathy, compromettant en cas de mort de cet oncle l'héritage que Charlie aurait dû obtenir, ce qui la rendra folle de rage. Lors d'un achat dans un distributeur automatique, le propriétaire et une horde de journalistes se jettent sur Cathy afin de lui annoncer qu'elle venait de gagner 1 million de dollars pour avoir été la millionième cliente des distributeurs Hudson. La voilà riche et heureuse, il ne lui reste plus qu'à plier bagages et à se séparer de Charlie qui ne semble pas être du même avis qu'elle. Cet épisode nous dépeint de manière sarcastique les relations arrangées et le manque de morale d'un côté comme de l'autre, une femme cupide faisant fi des sentiments des autres et un homme bouffi de jalousie et de possessivité, n'hésitant pas à se montrer très insistant afin d'obtenir ce qu'il veut. Dernier épisode de ce top 5, on termine avec une histoire de tromperie. Monsieur Burns est suspicieux, il trouve que sa femme a changé de comportement vis-à-vis de lui et engage un détective privé afin de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Les premières images sont loin d'accabler la jeune femme à tel point que Burns pense que le détective est en train de l'escroquer. Il lui explique que sa femme n'a rien à se reprocher et qu'il serait plus judicieux de faire une thérapie de couple. Burns ne veut rien entendre et décide de se diriger vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Sa femme le trompe, ça ne fait aucun doute pour Burns et le
détective à qui il fait appel. Il va insinuer dans la tête du mari jaloux et suspicieux que s'il ne peut plus la toucher, c'est qu'un autre homme le fait. Après une semaine, DeVoe, le détective, a enfin pris la femme de Burns en flagrant délit. Des photos, rien de compromettant de prime abord, des photos d'elle en entrant et sortant de l'église avec un sourire satisfait. DeVoe a également pris un cliché du prêtre, la mettant en parallèle avec celle de Madame Burns. Pour DeVoe, il ne fait aucun doute que sa femme et lui ont une relation. Le prêtre Percé Jacques est en plus de cela progressiste et s'est fait virer de son ancienne paroisse pour avoir prôné la contraception. Il n'en faut pas plus pour DeVoe et Burns pour être convaincus de cette histoire. Délirant, n'est-ce pas? Et si c'était vrai? Léo Burns va donc rendre une petite visite au père afin d'essayer de comprendre quel genre d'homme c'est, sans aucune réelle réponse. Il doit écourter la conversation pour écouter en confession. Et qui est cette personne? De là, Léo va vite comprendre que son épouse le trompe bel et bien avec le Percé Jacques, ou en tout cas, il s'en persuade. Il se rend une dernière fois chez DeVoe pour débriefer de la situation. Ce dernier l'incitera à dire ce qu'il a sur le cœur et quelle est sa réelle motivation, ce qui poussera Léo à vouloir la mort du prêtre. DeVoe lui dit que c'est possible, à condition d'y mettre le prix, 100 000 $. L'assassinat sera programmé sans qu'il n'en sache rien, il devra se faire oublier. Le temps passe et le Percé Jacques est toujours en vie, Bridget, la femme de Léo, est toujours aussi distante avec lui. Il décide alors de tenter le tout pour le tout en se rendant au confessionnal, se faisant passer pour un prêtre afin d'écouter ce que sa femme a sur le cœur. Ce qui entre nous aurait été la solution la plus raisonnable. Les choses ne se terminent pas comme il aurait voulu. La jalousie est encore ici le point central de ces histoires, des hommes et des femmes fragilisés, incapables de communiquer, nous donnant des situations délectantes pour notre plus grand plaisir. Réalisé par Kyle MacLachlan, c'est un épisode qui a toute sa place dans cette catégorie. C'est ici que s'achève ce deuxième épisode des Mardis de l'Angoisse. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.